C'est donc l'émission politique des matins de France Culture avec la rédaction Hubert Huertas. Bonjour Hubert. Bonjour. Roselyne Bachelot est notre invitée avec aujourd'hui de nouvelles fonctions. Mais tout de même, rappelons que Roselyne Bachelot a été ministre de l'écologie, de la santé, des sports. Des sports, j'en oublie encore. Et puis bien sûr aussi des solidarités et de la cohésion sociale. Mais dites Hubert, on fait fausse route. Est-ce que c'est vraiment une émission politique aujourd'hui? Il faudrait-il pas dire bonjour, chère consoeur, à Roselyne Bachelot? Alors que faut-il dire? On reste toujours un être politique. Et heureusement, je n'abandonne aucune de mes convictions, mais c'est vrai que j'ai décidé d'interrompre, d'arrêter. C'est pas seulement d'interrompre, d'arrêter. C'est pas pareil, attention. Hein. Oui, c'est pas pareil. Non, vous avez raison, je me suis reprise. D'arrêter cette carrière politique officielle, mais on est tous des êtres politiques. Alors, Hubert Huertas, avec Hubert Huertas, nous allons vous interroger bien sûr sur tout de même des dossiers politiques qui sont importants. Vous le savez, vous le répétez, nous sommes à la fois dans la course à la présidence de l'UMP, nous sommes aussi dans un train effréné de réformes, de commissions de la part du gouvernement qui envisage au fond de recomposer et voire parfois de totalement remettre à plat ce qui avait été décidé par le précédent gouvernement. Mais enfin, tout de même, je voudrais revenir sur cette question donc de Direct 8, on a vu dans Le Parisien que vous aviez déclaré « J'ai les miquettes ». Alors, qu'est-ce que c'est que cette émission de Direct 8 avec Laurence Ferrari, Audrey Pulvar et bien d'autres encore? Laurence, Roselyne et moi, on a quand même quelques heures de vol au compteur, donc on est très libre dans nos têtes, très libre dans notre parole. Et Elisabeth et Absatou sont aussi des filles qui s'assument, qui y vont, qui assument leurs opinions, donc voilà, c'est très bien. Ça s'est jamais fait dans notre pays, 5 filles qui font un magazine d'actualité. On n'est pas là pour être des petites filles bien gentilles, bien mignonnes, bien disciplinées. On a vraiment hâte d'être à l'antenne et d'y aller. Vraiment l'adrénaline. Dites, Roselyne Bachelot, vous allez donner du grain à moudre aux études bourdivines sur la collusion entre les fonctions politiques et journalistes. Audrey Pulvar, compagne ou épouse d'un ministre, vous-même ancienne ministre aujourd'hui sur un plateau de télévision, ça va être compliqué à défendre. Non, il n'y a pas de collusion au sens. Voilà, il n'y a pas de collusion au sens péjoratif que vous dites. Moi, j'ai arrêté ma carrière politique. Maintenant, je fais autre chose dans le cadre d'une retraite active où je me ménage aussi un certain nombre du temps pour mes engagements, en particulier mes engagements humanitaires. Pour l'écriture, je n'ai pas l'ambition de rentrer à l'Académie française. Je ne m'élève pas au-dessus de ma condition. Je ne m'élève pas au-dessus de ma condition, mais d'écrire des ouvrages divers, puisque je suis en train de préparer un ouvrage sur la musique, sur Verdi. Mais voilà. Alors, il n'y a pas de collusion de la part de gens de femmes qui sont par ailleurs les compagnes d'hommes politiques, si elles respectent un certain nombre de conditions que je ne leur pose pas, mais que je leur dresse. Et j'ai cité en exemple la façon dont se comporte le mari de Madame Merkel, Monsieur Sauer. Et je trouve qu'on peut tout à fait continuer à avoir une carrière de journaliste si, évidemment, il y a une cloison totalement étanche entre le compagnon et celui ou celle qui exerce une activité journalistique. Certains sociologues intellectuels ont tout de même étudié de près cette question. Écoutez cet extrait de l'émission Les Nouveaux Chiens de Garde, Michel Naudy, rédacteur en chef à France 3. Moi, je dirais que finalement, c'est un seul et même monde. C'est un monde unique. C'est un peu comme si dans une famille, certains avaient décidé de faire politique, d'autres faire économie, et les troisièmes journalisme. On a souvent ce sentiment. Ces gens partagent le même mode de vie, les mêmes valeurs, les mêmes amitiés. Ils vont dans les mêmes hôtels, ils passent les vacances dans les mêmes lieux. C'est une famille, réellement. Roselyne Bachelot. Vous n'êtes pas loin de vous poser ces questions-là dans un feu et à sang. C'est vrai, non, mais ce qu'il dit est très juste. Et je crois qu'il ne faut pas essayer de vendre une image idéalisée. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir, pour reprendre le terme psychanalytique, d'où on parle. Moi, je trouve que finalement, c'est beaucoup plus clair de savoir qu'Audrey Pulvar est une femme de gauche, qui vit avec un homme de gauche qui, par ailleurs, a une responsabilité ministérielle, que quelque chose qui se déroulerait en secret. Moi, je ne sais pas avec qui vous vivez, je ne fais pas de critique, etc. Mais d'où vous prenez éventuellement des conseils, des ordres, des sensibilités. Voilà.
pour moi, c'est parfaitement clair. Je m'avance à visage découvert, Audrey Pulvar aussi. Mais d'autres peuvent prendre soin de ne pas vouloir justement en même temps, au fond, dire avec qui ils vivent et ce qu'ils font. Exactement, tandis qu'avec nous, c'est clair. Hubert Vertas. Mais la question qui était posée par ce commentaire, c'est est-ce que ce compagnonnage, voire cette confusion des politiques et des médias, c'est quelque chose de sain ou c'est quelque chose de malsain ? C'est quelque chose d'inévitable. Je ne vois pas comment ça peut se passer autrement. Il y a une véritable fascination de beaucoup de journalistes politiques pour la politique. En fait, ils adorent ça. Alors justement, il y a une sorte de regret peut-être de ne pas l'exercer. Et puis, le politique, il est aussi obligé de communiquer. Il communique dans sa politique, de sa politique. Il communique en politique. Et voilà, on est avec vous souvent. Il faut éviter ni la victimisation ni la connivence. Vous faites le chemin inverse, vous venez de le dire. Il y a beaucoup de journalistes qui sont fascinés par la politique. Les journalistes sont dans l'observation et donc l'envie à un moment d'être dans l'action peut au fond se comprendre. Donc on a des journalistes qui en général vont vers la politique. On n'a pas beaucoup de politiques qui font le chemin que vous avez fait. Pourquoi ? Vous êtes finalement fatigué de l'action, vous êtes revenu, vous êtes las, vous avez l'impression qu'on n'avance pas et qu'on va davantage avancer en commentant. Dans À feu et à sang, vous parlez de souffrance à propos de votre vie politique. Souffrance, c'est absorbant, chronophage, asséchant. Ça n'est vraiment que ça ? Alors je vais répondre à votre question et d'abord à celle de Hubert Vertas. C'est vrai que ça ne se passe pas en général dans le sens politique vers les médias. Pourquoi ? Parce que les carrières politiques sont exceptionnellement longues dans notre pays et qu'en général les hommes politiques quittent la politique au moment où ils sont usés comme des vieux tapis et que finalement ils partent sur un sentiment d'échec. C'est le grand âge ou c'est une défaite politique qui est pas très, qui est pas de bonne augure. Vous voulez dire trop longue. Trop longue. Oui, je pense que les carrières politiques sont trop longues dans notre pays. On parle du cumul horizontal, on parle rarement du cumul vertical. Donc, ils n'ont plus rien sous le pied, donc on ne les invite pas éventuellement à faire une deuxième carrière. Moi, j'ai choisi de partir volontairement. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous m'interpelliez sur la souffrance. Absorbant, chronophage, asséchant, souffrance. Oui, mais ça, justement, ça tient à cette durée de la carrière politique qui fait qu'au bout d'un moment, on ne veut que durer dans la politique. On n'a plus de jus, on n'a plus de choses à apporter aux gens. Finalement, on ne fait plus de la politique que pour soi. Alors que la vie, c'est une vie complexe, c'est une vie plurielle. J'ai toujours voulu, dans ma carrière politique, me ménager du temps. Je l'ai pas volé aux électeurs ni aux citoyens dont j'étais ou pour qui j'exerçais des responsabilités, je leur apportais quelque chose, écrire, réfléchir, se structurer, c'est important aussi en politique. Roselyne Bachelot, puis-je me permettre peut-être de vous dire au fond quoi ça recoupe et vous retrouvez quelque chose que vous aimez bien en faisant cette émission de télévision, chroniqueuse à D8, quoi, c'est que vous êtes un peu au fond quand même showgirl. D'abord, petite rectification, je suis pas chroniqueuse, je suis co-animatrice. Pardon, oui, non mais attendez, chroniqueuse, ça signifierait que je me spécialiserais. Certains me demandent, mais vous allez être la chroniqueuse politique de D8. Alors vous allez j'ai justement pas voulu, j'ai eu plusieurs propositions où j'avais ce rôle uniquement de parler politique et je ne voulais pas m'assécher en ne parlant que de politique dans un nouveau job. Je veux pouvoir parler de politique, de culture, bien entendu, puis aussi de choses futiles qui font le sel de la vie. Bon, imaginez qu'on soit sur le plateau de répétition de D8 et tout à trac, je vous montre ceci, je vous demande, puisque vous allez désormais faire le même métier que nous, de commenter, de nous décrire au fond cette une de cet hebdomadaire qui sort aujourd'hui. Et vous demandez, reconnaissez-vous cet homme ? C'est le Figaro. Le Figaro magazine. Va-t-il revenir ? Nicolas Sarkozy avec une barbe de 3 jours, souriant. Image désormais célèbre qui revient comme une affiche, on l'avait vu à la une de notre magazine déjà. Je trouve que finalement, ce qui m'interpelle, c'est qu'on parle toujours de la connivence des politiques et des médias, et ce qui me frappe, c'est la connivence des médias entre eux. Cette espèce de chambre de résonance. Plus Bourdivine que Pierre Bourdieu, là, alors. Cet écho que l'ensemble de la presse, quelle que soit par ailleurs sa sensibilité, se renvoie les uns aux autres. Et quand un fait un numéro sur un sujet, tous les autres embrayent le pas. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'offres
réellement dans cette presse, il n'y a plus d'offres alternatives. Et c'est ce que me dit cette couverture. Mais c'est une invention des journalistes qui s'auto-convainquent entre eux de ce retour, ou bien, et là je pose la question à la femme qui a posé la question du devoir d'inventaire quelque part, est-ce que ce retour est programmé? Et qu'en pensez-vous? Roselyne Bachelot. S'il y a un retour de Nicolas Sarkozy, il ne pourra pas se construire sur la désaffection envers François Hollande. On a vu ce qu'il advient, et votre éditorial, cher Hubert Huertas, l'a montré. On voit ce qu'il advient de construire une politique uniquement sur le rejet de l'autre. Or, on est dans cette phase qui monte, non peut-être pas d'un rejet, mais d'une désillusion sur François Hollande. Donc si Nicolas Sarkozy avait l'intention de revenir, il devrait construire une vraie promesse alternative. Il n'est pas encore loin de là dans cette phase. En revanche, l'UMP est dans une phase qui est le choix de son futur président. Ce futur président, s'il veut exercer ses prérogatives de président, devra tenir compte de ce retour ou bien de ce non-retour. À votre avis, comment va-t-il gérer cette situation? Moi, je lui conseille de ne tenir aucun compte d'un éventuel retour ou recours, le lapsus est intéressant, de Nicolas Sarkozy. Il doit construire à la fois d'autres méthodes, de moderniser le parti, le démocratiser, et puis de construire un vrai socle idéologique, de trancher d'ailleurs des dossiers qui sont pendants ou qui sont mal éclairés. Je pense en particulier avec une éventuelle alliance avec le Front National, explicite ou implicite. Vous connaissez mes convictions sur ce sujet, mais je profite de ce micro pour le redire avec force. Aucune collusion implicite ou explicite avec le Front National ne saurait être de mise. On dit qu'elle est inévitable pour la recomposition de l'UMP. Justement, ce sera le travail du nouveau président de l'UMP de construire cela. Et en tout cas, de ma part, si cette chose arrivait, cela entraînerait évidemment immédiatement ma démission de l'UMP. Donc il n'y a pas que ça à trancher, mais je prends cet exemple parce qu'il est sans doute un des plus éclairants. C'est pas le moindre. Est-ce qu'il sera possible de trancher tous ces problèmes, toutes ces décisions, sans trancher le cordon ombilical qui existe encore avec l'ancien président? Autrement dit, le prochain président, s'il veut l'être réellement, ne sera-t-il pas contraint de désarkoïser? Roselyne Bachelot. Le terme est violent, oui, parce qu'il a une connotation désagréable, et désagréable pour Nicolas Sarkozy, pour qui j'ai beaucoup de tendresse. Mais il sera obligé, oui, de construire en tout cas une UMP qui ne soit pas sur des valeurs de culture d'un chef dont on ne saura pas s'il vient ou s'il ne vient pas. Si ça se faisait, ce serait extrêmement délétère, ce serait destructeur pour notre famille politique. Vous parliez de votre rejet du Front National. On évoque toujours la primaire, l'élection du président. Les électeurs seront des militants. Vous avez vu toutes les enquêtes, il semble que les militants soient finalement assez nombreux à être demandeurs de cette alliance, et que plus on s'approche du terrain, et plus cette demande est forte. C'est-à-dire que les militants, on a besoin aussi de leur expliquer, de faire de la pédagogie sur ce qu'est vraiment le Front National. Une femme tout à fait remarquable comme Nathalie Kosciusko-Morizet l'a très bien dit d'ailleurs dans son livre, Le Front antinational. Ce travail de pédagogie, de débanalisation du Front National, il doit être fait de manière continue. Il ne peut être fait que si nous nous accrochons sur un socle idéologique, j'emploie le terme idéologique, il est fort, sur un socle idéologique, non pas de valeur, non pas que je n'aime pas ce terme, mais il est un peu employé à toutes les sauces, mais de principe. Voilà, et donc il faut l'expliquer à nos militants. Nos militants, quelquefois, ils réagissent en se disant, mais ils veulent gagner d'abord, je les comprends. On ne gagne pas à tout prix. Vous avez été fortement, et vous êtes toujours fortement critiqué à l'UMP pour avoir écrit ce que vous avez écrit. À feu et à sang chez Flammarion. Voilà. Avez-vous le sentiment d'être seul, ou bien avez-vous le sentiment que la critique qu'on vous porte, c'est le fait d'avoir dit tout haut ce que
nombreux à l'UMP pensent presque tout bas. D'avoir fait un droit d'inventaire, au fond, vous-même, avant le mot d'ordre. Il y a plusieurs choses qui se mêlent. D'abord, le fait que beaucoup de gens, de ministres, de responsables m'ont dit « tu as dit tout haut ce que nous pensons tout bas ». Ça, oui, j'en ai des dizaines de témoignages. La deuxième chose, c'est que j'estime que nous n'avons pas un droit d'inventaire, mais un devoir d'inventaire. La droite est en lambeaux, on ne peut pas dire autre chose. Il n'y a pas que la défaite de Nicolas Sarkozy, elle serait même anecdotique si nous aurions pu perdre avec des conseils généraux, des conseils régionaux, des grandes villes. Nous avons tout perdu et il faudrait s'avancer dans les nouvelles batailles en ne faisant pas l'analyse de ce qui nous est arrivé, c'est meurtrier. Puis alors je crois qu'il y a un vieux fond de machisme là-dessous, c'est-à-dire qu'un homme a le droit de critiquer, mais une femme, elle n'a qu'un droit, celui de se comporter en groupie décérébrée. 8h16, c'est l'heure de retrouver la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Politique et télévision. Mais oui, c'est ça. Ainsi, l'ancienne ministre de l'écologie de Jacques Chirac, l'ancienne ministre de la Santé et de la Solidarité de Nicolas Sarkozy s'apprête à chroniquer la mode, l'alimentation, les cosmétiques dans une émission phare de la nouvelle chaîne de Canal+. Alors vous avez déclaré dans une récente interview, Roselyne Bachelot, je vous cite, « Je ne me voyais pas rester chez moi assise à regarder la télévision ». Et mettant en pratique la fameuse maxime de Noel Coward, « Television is not something you watch, it's something you appear on ». Vous avez cédé aux sollicitations de D8 et accepté de rejoindre Audrey Pulvar et toute une bande de copines sous la férule de Laurence Ferrari. Non, la télévision n'est pas quelque chose que vous allez regarder, c'est quelque chose où vous allez apparaître. Ou plutôt, continuer d'apparaître, mais dans un nouveau rôle, pourquoi pas. Chacun d'entre nous devrait avoir droit à une deuxième et même à une troisième carrière, on s'ennuierait moins dans ce pays. Le plus choquant n'est pas que quelques trop rares personnalités renoncent à une carrière politique, c'est que certains qui l'ont embrassé le jour du classement de sortie de l'ENA y soient demeurés jusqu'à l'âge de la retraite et souvent bien au-delà. La plupart des hommes et femmes politiques de premier plan appartiennent à la haute fonction publique. Non réélus ou démis de leur fonction, ils retournent tranquillement dans leur corps d'origine où leur carrière a avancé toute seule. C'est pourquoi d'ailleurs le chômage est une réalité dont ils n'ont qu'une idée assez vague. Parmi toutes les particularités qui ont fait de vous une femme politique atypique, il y a cette bizarrerie, vous n'appartenez pas à la haute fonction publique, vous êtes pharmacienne. Vous auriez pu, j'imagine, vous faire nommer préfète au tour extérieur ou bien membre du Conseil économique, social et environnemental. Cela s'est déjà vu. Non, vous préférez faire de la télé. Signe des temps. Le vrai pouvoir est-il entre les mains des ministres qui tentent, vaille que vaille, d'infléchir des politiques qui ont leur pesanteur propre, ou bien sur les plateaux de télé où l'on refait le monde en faisant des vannes. On a déjà dit maintes fois ici combien les liaisons dangereuses entre hommes politiques et femmes de médias étaient particulières à ce pays, combien avait été choquante l'interview du président Mitterrand d'avril 92 par 3 femmes, dont 2 étaient, figurez-vous, les compagnes de ses ministres en exercice. Reprenons la fastidieuse énumération, Kouchner-Ockrent, DSK, Anne Sinclair, Jean-Louis Borloo, Béatrice Schoenberg, Arnaud Montebourg, Audrey Pulvar, sans compter ceux et celles qui ne rendent pas publiques leurs liaisons. Pouvoir politique et contre-pouvoir médiatique peuvent-ils afficher leurs inclinations mutuelles sans se compromettre ? Comment éviter qu'une suspicion générale finisse par englober le monde politique et celui des médias ? Voudrait-on alimenter le populisme ambiant, prompt à dénoncer les élites politico-médiatiques ? Mais puisque vous avez décidé de passer de l'autre côté, laissez-moi imaginer des reconversions télévisuelles pour certains membres de l'actuel gouvernement. Personnellement, je verrais bien Pierre Moscovici en spécialiste de l'économie au JT de Pujadas, en remplacement de François Langlais. Je suggère d'ailleurs... Il va être content. Bonjour François. Je suggère d'ailleurs de confier le 20h à Aurélie Filippetti, qui serait bien plus sympathique que Marie Drucker. Et que diriez-vous du choix de Benoît Hamon pour animer Ce soir ou jamais, de celui de Vincent Payon comme hôte de la grande librairie? On pourrait d'ailleurs confier à Manuel Valls le récit de grandes enquêtes criminelles. Je le vois très bien assis sur un bureau muni d'une lampe à interrogatoire musclé, chemise ouverte, comme dans Faites entrer l'assuré, frisson garanti. Ou l'accusé. Quant à François Hollande, faites entrer l'accusé. L'accusé. Là, pour faites entrer l'assuré, c'est Marisol Touraine. Hein. Exactement, c'est Marisol Touraine. Mais quant à François Hollande, bon camarade et amateur de petites blagues,
il ferait, je crois, un animateur idéal pour On n'est pas couché, en remplacement d'un Laurent Ruquier dont les maxillaires s'usent depuis le temps qu'il se force à rire. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Vous avez parlé des gens qui, évidemment, sortent de l'ENA, font carrière politique. Est-ce qu'on peut quand même saluer Bruno Le Maire, qui cette semaine, et c'est assez rare pour être signalé, a renoncé à sa carrière dans la fonction publique, a démissionné, c'est-à-dire qu'il s'est privé de cette sorte de parachute doré qui garantit à nos énarques que le retour vers des fonctions de fonctionnaires. C'est vraiment bravo Bruno Le Maire. Et qui vient de publier un très bon livre. Exactement, sur Carlos Kleiber. Sur Carlos Kleiber, un livre remarquable. Le chef d'orchestre. Cher Hubert Huertas, est-ce qu'on essaie de remettre un peu d'ordre dans tout ça et de parler c'est sympathique. Si vous me demandez d'être l'homme d'ordre, là vous êtes assez mal tombé. Et de parler... Je préfère un peu le désordre, vous avez remarqué. Enfin, en tout cas, un peu brouiller l'ordre. Allez, on va prendre un certain nombre de sujets d'actualité de société, de sujets que vous aurez vraisemblablement à commenter, à animer, notamment sur D8. Et de sujets qui ont concerné les ministères que vous avez occupés. Alors, il y a un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, et forcément, c'est la question du mariage gay. Vous avez vu qu'un grand élu UMP a rédigé dans son journal municipal des phrases qui ont plus ou moins choqué. Plutôt plus que moins, d'ailleurs. Il a encore parlé, oui. C'était une façon de dire... la polygamie, comme... C'était une litote, la pédophilie. Plutôt plus que moins. Pensez-vous qu'on puisse aller, et qu'on va aller vers cette question et vers l'examen de cette question d'une manière dépassionnée, ou bien est-ce que on a la sensation que les passions montent plus tôt, Roselyne Bachelot. D'une manière dépassionnée, non, et peut-être n'est-ce pas souhaitable d'ailleurs d'y aller d'une manière dépassionnée, parce que c'est un sujet qui touche à ce qu'il y a de plus profond dans l'être, et puis c'est un sujet où tout le monde s'exprime. S'exprimer sur les équilibres budgétaires, c'est pas toujours évident, mais là c'est un sujet qui nous parle à chaque personne. Moi je réaffirme mes convictions, je fais une analyse anthropologique du mariage, de ce lieu d'enfermement qu'il a représenté pendant des siècles, des millénaires. Ça a été un lieu de servitude, de domination des femmes, domination des enfants. Et très heureusement, le mariage est devenu autre chose. Un pacte conclu entre deux individus, et en échange duquel, si je puis dire, la société, puisque la solidarité est le fondement de ce nouveau pacte, et en fait décharge la société de ce devoir de solidarité, on donne un certain nombre d'avantages. Donc c'est un pacte d'amour, et ce pacte d'amour, il peut très bien être conclu entre deux individus de même sexe. Donc voilà, c'est tout simple. Je crois néanmoins que le débat ne sera pas dépassionné, mais j'espère qu'il ne donnera pas lieu aux errances et aux injures du pacte civil de solidarité. D'abord parce que moi j'étais seul dans ma famille politique au moment du pacte civil de solidarité à être une militante, je n'ai pas découvert ce dossier à ce moment-là, à être une militante du pacte, et j'étais dans un état de solitude très, très profond et victime d'injures et d'isolement. Là, vous avez l'impression de l'être moins à l'intérieur de ce qui reste votre famille ? Oui, absolument. Et on voit finalement que je suis en train de gagner, même dans ma famille politique, ce combat sur le mariage homosexuel. Je réfute d'ailleurs, je me reprends, sur le mariage pour tous. Il n'y a pas de mariage homosexuel. Il y a le mariage, et des couples homosexuels ou hétérosexuels se reconnaîtront ou ne se reconnaîtront pas dans le mariage d'ailleurs. Voilà. Et donc, ils seront plusieurs. Vous dites dans votre livre qu'au fond, vous êtes convaincu, au fond de vous, que Nicolas Sarkozy n'y était pas nécessairement ou farouchement hostile à cette idée du mariage homosexuel. Comment expliquez-vous, au fond, que justement la droite, par moment, sur ces questions sociétales importantes, ne fasse pas davantage montre d'une forme, au fond, oui, on pourrait dire, pour employer les grands mots un peu clichés, mais d'une certaine modernité qui aurait, parce qu'après tout, on sait que par exemple qu'il y a un club gay à l'UMP, on se demande comment ils se sentent. Ça s'appelle Guélib, oui. S'appelle Guélib. Comment expliquez-vous cela tout de même par un homme de sa génération qui après tout aurait peut-être, avec son caractère et sa manière d'imposer les choses, dire écoutez, on va vers ça, point barre. C'est d'ailleurs une sorte d'anomalie.
parce que finalement, si on s'en réfère à l'histoire des idées, la droite devrait être pour le mariage pour tous. C'est une idée profondément libérale. Et elle a toujours milité pour une certaine organisation de la société que le mariage représente. Et au contraire, la gauche, idéologiquement, devrait s'opposer à toute forme de mariage pour les hétérosexuels comme pour les homosexuels. Et devant la défaite des idées d'organisation de la société, cette vision marxiste que c'est l'organisation à partir des classes qui pourrait être une solution aux problèmes que nous rencontrons, la gauche a fait un pas de côté vers la défense des libertés individuelles. Et c'est très interpellant que de voir que chaque famille politique sur ce sujet joue à contre-emploi. J'appelle ma famille politique à réfléchir à ça et à dire que le mariage pour tous, c'est vraiment une idée de liberté et donc une idée libérale et donc une idée que devrait défendre la droite. Pardonnez-moi d'insister parce que c'était intéressant après d'essayer de... Il est où le blocage, vous qui connaissez de l'intérieur très bien votre famille politique, avec d'ailleurs ses désaccords et ses accords, mais il est où? Est-ce qu'il est d'ordre religieux, d'ordre... Oui, alors il est contraire à l'idée libérale parce qu'il serait aussi après tout conservateur. Il est où? Alors, il est pluriel, comme chaque fois qu'on évoque un sujet. Il est évidemment religieux. Moi, je respecte tout à fait ceux qui pensent que le mariage est réservé aux couples hétérosexuels dans un environnement religieux. Moi, je suis une laïque, républicaine, mais après tout, on a chacun sa hiérarchie de valeurs. Très bien. Très bien, c'est une formule. Voilà, donc il y a une influence religieuse, ça c'est tout à fait évident. Et puis, il y a le fait que les gens se cherchent, que le monde est en pleine mutation, qu'il y a devant ce monde en mutation, pas en crise, en mutation, des phénomènes d'anxiété, et qu'on rêve d'un paradis perdu, excusez-moi d'employer ce terme, où tout aurait été mieux. Moi, quand j'entends parler de choses, de nostalgie du passé, quand je repense à ma grand-mère placée bonne à 10 ans, et quand son père est venu la chercher dans la ferme où elle était placée, elle lui a dit « Papa, ici, je mange à ma faim ». Mais qu'est-ce que c'est que cette nostalgie du passé? C'est pas possible. Daniel Salnave. Oui, est-ce que l'une des raisons de ce blocage serait que cette nouvelle définition du mariage ouvre le droit à l'adoption? Est-ce que c'est la question de la filiation? Plus encore que du droit à l'adoption, la question de la filiation. Est-ce que c'est là-dessus qu'il y aurait des résistances plus ou moins d'ailleurs conscientes ou explicites? Cher Daniel Salnave, vous avez tout à fait raison et mon propos était incomplet. Là aussi, effectivement, toutes sortes de fantasmes s'exercent et qui viennent se tamponner à la réalité. La majorité des enfants maintenant est conçue hors mariage. Il y a une différence entre la parenté biologique et la parentalité. D'ailleurs, les nouveaux modes de l'adoption le démontrent à l'envi. On voit bien qu'il y a encore pas si longtemps, les couples stériles adoptaient des enfants de type caucasien en faisant croire qu'ils étaient les leurs. Maintenant, l'adoption, c'est de l'adoption internationale, avec des enfants qui ne peuvent absolument pas passer pour les enfants biologiques du couple parental qui les a adoptés. Il y a donc maintenant séparation entre la parenté et la parentalité. Et dans ce cadre, les parents homosexuels qui souhaitent adopter, qui le font d'ailleurs déjà, puisque l'adoption est ouverte aux célibataires de plus de 28 ans, eh bien ces parents souhaitent sortir de l'ambiguïté, souhaitent sortir des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans l'exercice de leur coparentalité. Et moi, je trouve que l'homoparentalité, ça existe et c'est tout à fait normal que de reconnaître ce droit à l'adoption. Brice Couturier. Puisque vous êtes une bonne observatrice de la société française et le thème du mariage homosexuel me paraît de ce point de vue-là extrêmement révélateur. Qu'est-ce que vous pensez de cette revendication du droit au mariage ? Est-ce qu'il n'est pas seulement libéral, mais est-ce qu'il n'est pas aussi quelque part conservateur? Je m'explique. Et c'est pour ça aussi que je ne comprends pas pourquoi la droite y est hostile. Parce qu'après tout, moi j'ai connu dans les années 80 une communauté gay qui était extrêmement hostile au mariage parce qu'elle considérait au contraire qu'il fallait torpiller le modèle dominant qui était celui de la famille et qu'il fallait inventer quelque chose d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément conservateur dans la démarche des milieux gays de vouloir s'aligner sur le modèle dominant qui est celui effectivement de 1 + 1 pour
pour toujours ou pour longtemps. Et de ce point de vue-là, est-ce que la droite n'a pas loupé effectivement le coche? Mais vous avez tout à fait raison, c'est complètement l'analyse que je fais. Il y a un désir d'officialisation chez les d'institutionnalisation et de reconnaissance par le mariage qui est tout à fait bouleversant au sens étymologique du terme. Et la droite ferait bien de se reconnaître dans cette demande. Elle y a vraiment tout intérêt. Je me souviens, il y avait une phrase qui disait il y a une trentaine d'années, à part quelques curés qui pensent à se marier. Et finalement, on peut se demander, à part quelques homosexuels, qu'est-ce qu'ils songent à se marier? Tant mieux. Moi qui ne suis pas une apôtre du mariage, je salue ça avec beaucoup d'affection. C'était une phrase de Louise de Villemorin qui disait oui, il n'y a que les curés qui pensent à se marier aujourd'hui. Roselyne Bachelot, on parlait tout à l'heure du droit d'inventaire. Alors vous connaissez tout de même aussi au fond le vôtre sur votre action passée à la tête de plusieurs ministères et notamment celui de la santé. Vous n'êtes pas évidemment sans savoir que votre réforme de l'hôpital avait été très critiquée par l'opposition de l'époque aujourd'hui au gouvernement. Elle est toujours très critiquée, y compris à la gauche de la gauche. Les sénateurs du groupe communiste estiment, je les cite, que le changement pour la santé est urgent et ils ont réclamé, il n'y a pas si longtemps, un moratoire sur l'application de votre loi, la loi HPST, qui selon elle donne une conception marchande de la santé et a transformé l'hôpital en entreprise avec donc la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009, dite loi Bachelot. Bon, apparemment tout cela va être remis très à plat. Alors je crois que c'est un slogan. Parce que franchement, rien dans la loi ne crée un hôpital entreprise. Certains l'ont d'ailleurs regretté. C'est une loi d'organisation qui a réformé l'hôpital. Je note d'ailleurs que l'hôpital public n'a cessé de gagner, excusez ce terme qui n'est pas adéquat, n'a cessé de gagner des parts de marché sous, j'allais dire, l'administration que j'en ai faite. Nous avons donné des moyens considérables à l'hôpital. Je rappelle que sous les 10 ans qui viennent de s'écouler, nous avons fait 2 plans d'investissement de 20 milliards de modernisation de l'hôpital public et qu'il n'est pas question d'ailleurs sous ce nouveau gouvernement d'un nouveau plan d'investissement, que les crédits qui chaque année ont été votés dans le cadre de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ont été majorés de façon substantielle et bien au-delà de l'augmentation du coût de la vie. L'hôpital français doit se moderniser. C'est une question non pas d'économie, c'est une question de qualité des soins. Et je le dis avec beaucoup de fermeté. Je l'ai dit d'ailleurs quand j'ai rencontré Marisol Touraine. Je trouve d'ailleurs toujours assez étonnant qu'on lie ma loi à la tarification à l'activité, alors que c'est pas du tout une loi de tarification. Dont on a dit tout de même, qu'elle déséquilibrait et qu'elle pouvait contribuer à déséquilibrer le rôle de l'hôpital public et celui des cliniques privées au profit, c'est le cas de le dire, notamment des cliniques privées, avec un choix au fond à la tête du client et surtout de l'acte. Mieux vaut. Il n'est pas très intéressant de faire des appendicites et de garder les cas les plus lourds. C'est une vision, c'est un lieu commun. Parce que finalement, les tarifications qui sont dédiées à l'hôpital public pour les mêmes actes sont éminemment supérieures. L'écart est de près de 25% en faveur de l'hôpital public. Donc dire qu'on favorise les cliniques privées est un cliché qui ne repose sur rien factuellement. La tarification à l'activité a été créée en 2002. Ça résulte de travaux qui ont d'ailleurs été largement menés sous le mandat de Lionel Jospin. Mais c'est formidable, la tarification à l'activité. C'est un droit de tirage illimité sur l'hôpital et sur les soins. Le jour où on changera la tarification à l'activité, ça voudra dire donc qu'on revient à des enveloppes et qu'on viendra à l'hôpital et on vous dira au mois de novembre, vous voulez une prothèse de hanche ? Ah, c'est terminé, l'enveloppe est épuisée. Tandis que la tarification à l'activité, c'est le droit de tirage inépuisable du malade sur le système de soins. Ça peut durer. On peut d'ailleurs se poser une question. Financièrement. Non, mais la question, ne venons pas dire, la question vous la posez, mais ne venons pas dire qu'on a transformé l'hôpital en entreprise. Le droit de tirage illimité, vu l'état des finances publiques et l'état du budget de la santé, et c'est probablement condamné. Ne venez pas, à ce moment-là, faire le procès qu'on a transformé l'hôpital en entreprise. Hubert Huertas. Oui. À propos de tarification, se déroule en ce moment une négociation entre le ministère et les syndicats de médecins à propos des dépassements d'honoraires. Secteur 2. Est-ce que vous considérez que ça touche à une question très importante ?
C'est une question très importante. Les dépassements d'honoraires représentent plus de 2 milliards d'euros. Ça va même sans doute approcher les 3 milliards. Il y a deux choses là-dedans. Il y a les dépassements d'honoraires qui concernent des médecins voyous. Certains, ils sont très peu nombreux finalement, moins de 300. Mais aussi, ça interpelle l'ensemble du système de santé. Pourquoi est-ce qu'il y a des dépassements d'honoraires ? C'est que pour éviter une trop grande dérive des comptes de l'assurance maladie, depuis 30 ans ou 40 ans, les gouvernements de gauche ou de droite, qui étaient en responsabilité de ce sujet, ont sous-coté un certain nombre d'actes. Ils ne sont pas payés à leur juste prix. Donc, je crois que si on s'attaque au dépassement d'honoraires, il faut éviter de stigmatiser l'ensemble du corps médical et que nous acceptions, je dis nous, anciennes ministres et les ministres actuels, nous acceptions nos responsabilités. Et voilà. Et donc ça veut dire de reconnaître que ces actes doivent être mieux rémunérés. Voilà. Et donc on en revient à la remarque de Brice il y a un instant. Exactement. Est-ce qu'on peut, voilà, est-ce qu'il ne faut pas réorganiser le système pour se dire il y a des actes qui doivent être mieux payés, mais peut-être en moins grande quantité, parce qu'ils sont peut-être inutiles. Daniel Salnave. Oui, là, on parle des questions qu'on vous pose et qui sont importantes. On vous ramène sur des moments de votre carrière que vous considérez comme désormais fermés, puisque votre carrière politique. Et vous avez évoqué les pistes en dehors de ces fonds, ce journalisme. Il y a aussi, vous avez parlé d'écriture. Vous pourriez nous en dire un peu plus ? Je ne crois qu'aux gens qui écrivent, cher Daniel Salnave. Et j'ai toujours remarqué que quand on écrivait, on évitait de penser au fil de l'eau. On évitait de se réfugier dans des à-coups médiatiques. C'est le contraire de la télé, alors ? Oui, mais on peut faire de la télé et écrire. Il faut faire les deux. Et on peut faire de la politique et écrire. Moi, je n'ai jamais mené des combats politiques parce que je me disais, oh tiens, c'est moderne, ça va faire bien. Mon combat sur le pacte civil de solidarité, c'est parce que j'étais une militante depuis plusieurs années du contrat d'union civile et sociale. Mon combat pour le mariage, pour tous, ça résulte d'une réflexion anthropologique que j'ai menée sous la grande lumière tutélaire de Françoise Héritier. Voilà, c'est comme ça que je veux construire ma vie. Donc l'écriture, c'est pas pour écrire des livres, c'est d'abord pour se structurer et pouvoir mener les combats qui vont bien. Alors, donc à la télé, vous allez mener des combats ou vous allez parler mais parce de mode et de cosmétique, comme vous l'avez annoncé. On peut parler de mode et de cosmétique et mener néanmoins des combats. Dans la futilité aussi, il peut y avoir... C'est l'ancien rédacteur en chef de Jordan et Mode qui vous parle. Je n'ai pas été rédacteur en chef. C'est un rapport au temps. C'est un autre rapport au temps. Oui, c'est un autre rapport au temps, c'est un autre rapport aux autres. Et surtout à soi-même. Donc oui, le livre que j'écris sur Verdi, j'ai réalisé après coup que ce serait le bicentenaire de sa naissance et qu'il y aura sans doute un certain nombre de livres qui seraient écrits sur ce sujet. Et d'ailleurs, on croisera nos regards. C'est aussi un livre que je fais à la lumière d'une étude psychanalytique ou d'études sociologiques. Parce que réfléchir comment un grand musicien comme Verdi a traité les rapports père-fille dans son œuvre, c'est aussi une réflexion sur la société. C'est une réflexion que je veux politique. Hubert Vertas. Quand vous étiez ministre des Sports, on parlait déjà des problèmes et des relations très compliquées entre le sport et l'argent. Vous n'êtes plus ministre des Sports et on continue de parler de ces relations compliquées. Je n'ai jamais caressé le fol espoir que je résoudrais les problèmes du sport et de l'argent. Vient de survenir une affaire retentissante à propos du handball. Est-ce que quelque part, cette affaire qui survient dans ce sport qui commençait à monter, qui commençait à être aimé dans la société française, est-ce qu'il n'y a pas un aspect tout simplement désespérant ? Roselyne Bachelot. C'est vrai que chaque sport, à partir du moment où il quitte sa confidentialité, intéresse les puissances de l'argent. On a vu d'une certaine façon le rugby, il y a quelques années, qui était finalement un sport où se retrouvait le commerçant, le médecin, qui quittait son cabinet ou son commerce pour faire du rugby. On a vu aussi ce même phénomène arriver. Et là, il arrive sur le handball, après que le handball ait été
regardé comme au fond l'anti-football. Il fallait savoir se méfier. quelque chose de sain, de formidable. C'est comme une réussite française. Il y avait la volonté de gagner, et puis paf, on tombe dans une affaire qui ressemble aux autres. À partir du moment où il est devenu, j'allais dire, médiatisé, il a effectivement intéressé des démarches commerciales. Alors la question que vous posez, est-ce que l'argent rend fou ? On le voit bien avec des joueurs de handball qui certes n'atteignent pas les salaires, les rémunérations du football, mais sont quand même, pour les auditeurs qui nous écoutent, gagner 500 000 € par an, c'est quand même des salaires, plus les contrats publicitaires, bien évidemment. Est-ce que ça rend fou ? Oui, sans doute, ça rend fou. Ça pose la question des paris aussi, qui est au cœur de cette affaire, mais ce que je trouve assez intéressant, finalement, c'est que il y a des paris truqués. Je pense que depuis que le monde est monde, il y a des paris truqués, et que quand même, l'autorité, ce qu'on appelle l'Argel, n'a pas mis très longtemps à détecter le trucage. Moi, j'ai trouvé plutôt que l'affaire, au moins sur ce sujet, était assez encourageante. C'est qu'il n'a fallu que quelques mois pour voir que le pari était truqué et pour assez vite remonter à ceux qui avaient truqué. Brice Couturier ? Je voudrais revenir à vos activités à venir, celles qui commencent la semaine prochaine sur D8. Vous allez co-présenter avec 4 autres collaboratrices de 4 autres femmes. 4 autres femmes, voilà, ça je va trouvais bien pas aller. le mot, cette émission qui va donc s'appeler Le Grand 8. Je remarque que dans cette galerie féminine, il y a Audrey Pulvar, qui est donc femme d'un ministre de gauche, et vous, qui êtes la représentante, est-ce que vous serez la représentante de la droite au titre d'une espèce de diversité qui veut que maintenant, dans les émissions de télévision, il y ait une femme noire, d'ailleurs il y en a une femme de gauche, une femme de droite, etc. Il faut que vous écoutiez les matins, Brice, parce qu'on en a déjà parlé la première partie. Non, mais non, je ne serai pas la femme de droite. Et d'ailleurs, je n'ai aucune légitimité à apporter dans cette émission la parole de l'UMP. Je ne sais pas les autres femmes si elles ont une carte dans un quelconque parti politique, mais voilà. Mais vous n'êtes pas là pour équilibrer Audrey Pulvar ? Non, je ne suis pas là pour équilibrer Audrey Pulvar, qui n'a pas besoin de s'équilibrer à travers ma personne, pas plus que je n'ai besoin de m'équilibrer à travers elle. Mais vous savez, on a fait quelques pilotes où on s'exerce à blanc, et c'était assez drôle parce que dans un de nos pilotes, on avait posé la question, le débat entre nous, c'est François Hollande doit-il tenir compte des sondages d'opinion ? Et c'était tout à fait amusant parce que elle était dans une position très critique vis-à-vis de François Hollande, et moi j'étais en train de défendre le président, non pas sur le fond de sa politique, mais je disais, non, il n'a pas à tenir compte des études d'opinion, il a passé un contrat avec les Français ça rejoint d'ailleurs l'éditorial d'Hubert Huertas, il a passé un contrat avec les Français sur son programme, et il doit exécuter son programme sans tenir compte des avis des mouvements de l'opinion. Donc vous irez jusqu'à défendre le gouvernement en place contre Audrey Pulvar qui l'attaquera. Pas défendre le gouvernement, mais de défendre une certaine démarche, plus exactement, parce que je trouve que la politique de François Hollande est extrêmement dommageable. Mais après tout, les Français l'ont élu, et il doit exécuter cette politique dommageable. Bon, je pensais vous poser une question à ce sujet, mais un peu plus tard. Mais là, bon, on va arriver à finir par arriver au bout. On va enchaîner. Vous qui êtes observatrice maintenant, considérez-vous que François Hollande soit vraiment nul, ou que les médias pratiquent un média bashing qui est excessif ? Non, François Hollande n'est pas nul. Enfin, c'est vraiment une appréciation de sa personne et de ses qualités. En ce moment, les journaux, intellectuelles. Il est pas terrible. Je connais bien François Hollande, et il est tout sauf nul. Et la façon d'ailleurs dont il a mené sa campagne présidentielle montre bien que c'est un homme fort intelligent. Est-ce que vos nouveaux confrères en font trop ? Il est enfermé dans un système qu'il a lui-même construit. Il s'est mis dans la nasse d'une politique qui n'est pas bonne pour le pays, dont il essaie de se dépatouiller avec beaucoup de difficultés, parce qu'il est englué dans un certain nombre d'alliances politiques qui sont extrêmement contraignantes pour lui. Alors, ça n'a pas l'air. Sur le traité budgétaire, il fait ce qu'il veut, apparemment. Il ne tient pas tellement compte de ses alliés. Voilà, il a au moins... oui, mais d'un autre côté, il est dans une stratégie de renoncement. Il est condamné à l'impuissance ou au renoncement. C'est évidemment pas très confortable. Est-ce qu'on le maltraite ? Oui, on le maltraite. Évidemment qu'on le maltraite. Mais c'est le jeu. Il faut l'accepter, et on le maltraite d'autant plus que la presse, et en particulier la presse écrite, traverse des difficultés considérables.
tamponné par toutes sortes de grands mouvements et de grandes mutations qu'on ne va pas énumérer ce matin, mais que vous connaissez mieux que personne, et que cette presse, elle a besoin de cultiver le sensationnalisme pour vendre. Elle a attaqué Sarkozy, elle attaque Hollande aujourd'hui, et elle attaquera son successeur demain. Daniel Salnave. Oui, comme Marc nous a promis un débat qui peut durer jusqu'à 16h, j'ouvre un nouveau champ. Mais hélas, comme le temps est compté, je vous demanderai juste de répondre par oui ou par non. Est-ce que vous trouvez que tout va bien pour les femmes aujourd'hui dans la société française? Non. Oui, alors oui, c'est à 20h. Merci. La réponse a été... Non, c'était non. Non. Mais vous pouvez en dire un peu plus. Il y a des choses qui ont progressé, on ne va pas bouder le plaisir de voir un certain nombre de choses avancer, mais il y a aussi de grandes inquiétudes avec des facteurs de régression tout à fait considérables partout dans la société, l'arrivée d'idéologies ou de religions qui mettent les femmes sous le boisseau, le culte de la pornographie, la diffusion des codes de la pornographie dans notre société. Je ne suis pas du tout une réactionnaire sur le plan des mœurs. Le culte de la pornographie a quelque chose de délétère pour les femmes. L'hypersexualisation des petites filles sur lequel j'ai voulu combattre avec la sénatrice Chantal Joanneau. Tout ça, c'est des facteurs de régression des femmes. Et je vois tout cela. Et je vois aussi surtout la perte de combativité d'un certain nombre de jeunes filles qui pensent que tout est réglé. Je leur dis, battez-vous, même dans les questions professionnelles. Vous allez voir des types qui sont derrière vous, dans vos lycées, dans vos écoles, dans vos universités. Vous allez vous réveiller dans 10 ans. Vous serez leur subalterne et ils gagneront 2 ou 3 000 euros de plus que vous. Mais vous avez connu ça au plus haut sommet de l'État, vous le racontez aussi dans la feuille A100, la goujaterie permanente, des gens qui vous poussent dans les côtes avec le coude parce qu'ils ne veulent pas que la femme soit devant le ministre, que la ministre soit devant le ministre. Voilà, ou le président de la République. C'est pour ça que j'aime aussi bien qu'on dise la ministre. C'est pour ça. C'est parce que c'est une position combattante. Hubert ? Oui, la France, une fois de plus, vient de connaître des événements traumatisants dans la banlieue de Grenoble, des événements effrayants, et une fois de plus s'est mis en place la traditionnelle opposition droite-gauche sur la question de l'insécurité. Une fois de plus, la gauche laxiste, la droite répressive et qui sait s'y prendre. Est-ce qu'on n'est pas dans une réponse caricaturale à un problème que personne n'a su résoudre ? Bien sûr, on est dans une réponse caricaturale. Comment voulez-vous que les réponses médiatiques et les réponses de l'opinion soient autres que binaires ? En tout cas, ce que dit le drame de Grenoble, c'est qu'il y a des nouvelles formes de violence qui montent, et en particulier chez les jeunes, et qui sont des types de violences qui n'auront pas des réponses que répressives ou que policières. Ça, c'est tout à fait évident. Mais quand vos amis de l'UMP... je ne vais pas dire profitent, mais en tout cas se saisissent de cet événement pour venir critiquer le gouvernement en ne rapportant ces événements qu'à une seule mesure, la suppression des peines planchées. Ils sont tout faux, vous leur dites qu'ils sont faux, qu'ils ne sont pas assez nuancés, ou bien est-ce qu'ils ont raison ? Roselyne Bachelot. Ils ont à la fois tort et raison. Ils ont raison de dire que la suppression des peines planchées n'est pas une bonne chose. Mais que, en l'occurrence, dans le drame des Chirolles, la réponse n'est pas suffisante. Mais c'est vrai qu'elle est toujours en politique un peu caricaturale. Roselyne Bachelot, vous avez été nommée le 16 juillet 2012 dans ce qu'on appelle aujourd'hui la commission Jospin, la commission sur la rénovation et la déontologie de la vie politique, encore une manière de brouiller les cartes en vous affichant et à côté d'Audrey Pulvar et de Lionel Jospin et militant pour le mariage homosexuel. Est-ce que tout de même, vous diriez, là, puisqu'on est dans le droit d'inventaire, que votre plus mauvaise action fut la très mauvaise gestion de l'affaire du vaccin contre la grippe? Ah, mais je suis très fier de ma gestion. Trop de stock qu'il a fallu revendre en douce aux pays étrangers. Mais non, pas attendez. La catastrophe annoncée. Ah oui, je suis ravi qu'on parle de ça. Et ce qui a été dit au fond, ben oui, évidemment, elle est docteur en pharmacie, elle a été sensible au lobby des pharmaciens et elle a commandé beaucoup trop de vaccins. Mais ça n'a mais on n'a pas jusqu'à 16 heures pour répondre. Oui, je vais répondre très vite. Moi, je suis très fier de ma gestion de la grippe H1N1. J'ai eu une démarche éthique qui n'était pas une démarche commerciale, justement. J'ai voulu que on ne vous a reproché que ça. C'est très curieux, parce que justement, je n'ai pas voulu avoir une démarche de contrainte financière. J'ai voulu dire, si la grippe est dangereuse, on ne savait pas au départ, hein. Les gens qui se vautrent dans les charmes de la lucidité a posteriori et qui me donnent des leçons, je ne les ai pas entendus à ce moment-là. Hein. J'ai voulu pouvoir, si la grippe
était grave, pouvoir offrir la vaccination à tous. Bon. Et je n'ai été là-dedans. Est-ce que vous n'avez pas été trop influencé par ceux qui étaient justement catastrophistes, disant « Oh là là, on va tous mourir de la grippe », alors que le principe de précaution, il s'adresse à un moment où on ne connaît pas, et d'ailleurs c'est plus un principe de prévention en l'occurrence qu'un principe de précaution. Imaginez, on est obligé d'acheter les vaccins au mois de juillet pour pouvoir vacciner au mois de novembre. On se voyait tous morts à l'automne. Exactement, et la presse en rajoutait. Le responsable du Parti Socialiste disait au mois de juillet, le gouvernement ne prend pas la mesure du danger qui nous attend. Bon, très bien. Les Verts, à l'Assemblée nationale, me sommaient d'acheter des lunettes de piscine et des combinaisons à peinture pour protéger les gens, en plus des vaccins. Enfin, j'ai un certain nombre de déclarations, ça pourra faire un deuxième livre. Et imaginez que nous soyons en épidémie et que j'ai acheté seulement que pour protéger 2 millions de personnes. Vous voyez les troubles à l'ordre public, les assauts contre les grossistes en pharmacie, les pharmaciens pour se procurer des vaccins. Toi, je te vaccine, toi, je te vaccine pas. Mais heureusement que j'ai fait ça. Il ne peut y avoir qu'une sorte de politique de santé publique, celle qui s'adresse à tous. Je n'ai pas à choisir les malades, je n'ai pas à choisir ce que je vais protéger. Alors évidemment, on a rendu des vaccins, et d'ailleurs les laboratoires, on a très peu revendu, très peu. On en a ensuite détruit, mais c'est tout à fait normal. Quand on a une politique de stock de précaution, bien entendu, on peut être amené à en détruire régulièrement, mais on est dans une politique de prévention et de précaution. Bien sûr qu'il faut faire comme ça. Et moi, il y a une chose qui me fait peur, c'est que devant l'embardée médiatique qui s'est passée, peut-être que les gouvernements qui suivront n'auront pas une réponse adaptée au danger et risqueront de sous-évaluer leur réponse. Et c'est les citoyens qui, à ce moment-là, sera pénalisés.